J'ai le plaisir de donner maintenant la parole à Catherine Sélené, dont les travaux sont particulièrement éclairants sur l'intervention à domicile. Donc, vous avez été professeur d'université en sciences de l'éducation à l'université de Rennes, docteur en sociologie de Nantes. Je m'en excuse, petite. C'est pas très loin, mais pardon. Donc, docteur en psychologie, psychologue clinicienne, et vos travaux donc portent sur la famille et les interventions en direction des familles. Vous allez également intervenir sur l'intervention à domicile avec des propos qui vont paraître du coup très complémentaires, me semble-t-il, et faire écho et alimenter la discussion sur les interventions à domicile. Je vous laisse la parole pour 25 minutes. Merci beaucoup. Alors, avant de franchir cette porte que j'ai dite étroite, il me semblait en effet important de rappeler les spécificités juridiques et psychologiques de ce lieu, d'autant que je trouve qu'il y a de plus en plus d'intervenants qui franchissent la porte sans forcément qu'il y ait justement d'articulation dans cette arène. Alors, le domicile, c'est avant tout, vous l'avez dit d'ailleurs dès le début, un lieu sacré qui est protégé par la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit dans son article 8 que toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance. Ce qui veut dire que l'ingérence en ce lieu doit être particulièrement justifiée, notamment par des mandats. De plus, la maison, d'un point de vue psychologique, c'est bien plus que des murs, bien plus qu'un bâti, bien plus qu'une architecture. Et la maison est l'expression même, quand même, de celui qui l'habite. Et c'est à ce titre que le psychanalyste Alberto Heger a pu dire « Montre-moi ta maison et je te dirai qui tu es ». Je trouve que si on lit, par exemple, le livre éponyme de Perla Serfati-Garzon, qui a écrit un très beau livre, que je vous conseille, qui s'appelle « Chez soi, les territoires de l'intimité », eh bien, elle montre que la maison remplit 5 fonctions essentielles. Et je trouve que ces 5 fonctions essentielles devraient être rappelées à tout intervenant. La première fonction, c'est une fonction contenante. La maison, c'est en effet un espace de souvenirs, de rêverie, le lieu de la mémoire déposée. C'est surtout une enveloppe et un équivalent symbolique de l'enveloppe corporelle et de l'enveloppe psychique qui avait été conceptualisée par Didier Anzieux. La porte à franchir est donc double. Il y a celle du domicile, c'est vrai, mais aussi celle de l'intériorité. La maison, c'est le lieu de l'identité intime, le lieu de l'entre-soi, en principe protégé du regard des autres. La deuxième fonction, c'est une fonction de protection. Et Bachelard dit que le chez-soi, c'est idéalement non seulement un abri dans la tempête, mais c'est aussi un havre dans un monde sans pitié, parfois même un hôpital capable de soigner les blessures de la fragmentation et de l'anomie sociale. La maison, pour autant, ce n'est pas que protection, c'est pas que du bonheur. Elle peut être aussi, et vous le savez, le lieu de secrets de famille parfois terribles. C'est une des raisons, d'ailleurs, qui légitime l'intervention publique. La troisième fonction, c'est une fonction d'identification. La maison contribue au développement d'un sentiment d'appartenance. Il y a l'identité d'un groupe qu'on peut repérer dans la maison. Ça traduit l'identité d'un groupe familial par le choix des objets, des meubles, l'agencement des couleurs. Dans et par la maison, l'intime de soi est dévoilé. Vous avez parlé d'extimité, en effet. Et chaque pièce parle de son occupant. Et puis, il y a une fonction d'appropriation et il suffit de regarder le budget que consacrent les Français à l'aménagement de ce lieu pour voir que chacun a envie d'y mettre sa marque d'un point de vue esthétique, créatif. Et donc, c'est assez important. Et puis, le dernier point important, c'est que c'est dans ce lieu-là qu'on va se socialiser, qu'on va apprendre le partage des territoires, les règles de l'être ensemble. Les manières d'habiter vont être variables selon les milieux sociaux et vont dépendre aussi des conditions matérielles d'habitat et des contraintes qu'elles font peser sur les styles de vie. Ce n'est pas pareil d'avoir une salle de bain, pas de salle de bain ou 3 salles de bain. On est bien d'accord. En pénétrant au domicile, le professionnel va donc découvrir tout un système organisé avec ses règles, ses interdits, ses places attribuées, tout un système qu'il lui faudra décoder avant de vouloir le modifier. Le problème, c'est que lorsqu'une personne ne va pas bien, son chez-soi devient vite un espace public. La connectivité intervient chez elle et dès lors, son espace public ne l'est plus. Or, cet espace a priori protégé est aujourd'hui exposé sans précaution, y compris par les médias d'ailleurs, qui jouent sur l'appétence de chacun au voyeurisme,
qui joue sur la pulsion scopique de tout visiteur. Et je trouve que des émissions comme Super Nanny, C'est du propre, On a échangé nos mamans, nous font pénétrer chaque spectateur au cœur de l'intime et banalisent d'ailleurs de fait cette effraction. Alors il y a plusieurs logiques pour investir le lieu, elles sont multiples, elles sont historiquement datées, on peut en repérer 5, 4 plus une que je rajoute. La première à apparaître fut sans doute la logique du contrôle. On a pénétré dans le domicile du pauvre pour moraliser la famille, vérifier que ceux-ci méritent et font bon usage d'ailleurs de l'aumône reçue. Et rappelez-vous, c'est dès 1820 que D. Gérandeau est conscient, dit-il, que tout se passe dans le moment furtif où vous pénétrez dans le domicile du pauvre. En 1920, sous la présidence de M. Pinard, est créé le premier diplôme de visiteur d'hygiène maternelle. C'est l'ancêtre de la puéricultrice. Il s'agit bien d'éduquer les pauvres, car je vous rappelle que ce diplôme dépend du ministère de l'Éducation et non du ministère de la Santé. En 1924, le ministère de l'Hygiène, qui vient d'être créé, met en place le diplôme de visiteuse d'hygiène sociale de l'enfance. Ce sont nos assistantes sociales. Tout est désormais en place donc pour que le domicile ne soit plus simplement un lieu de vie, mais devienne un territoire professionnel de plus en plus investi. Et il faut remarquer qu'en 2007, nous avons créé 2 autres dispositions qui ont pour but d'aider les parents au domicile, l'accompagnement en économie sociale et familiale, qui s'inscrit comme une prestation d'aide sociale à l'enfance, et puis la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial, qui est une mesure d'assistance éducative. On a donc 2 professionnels de plus qui sont mandatés aujourd'hui pour s'introduire dans ce lieu privé. Est-ce que c'est suffisant ? Eh bien, j'ai envie de dire que pour certains, sans doute non, puisque le groupe des experts réunis autour de Boris Cyrulnik, qui a édité le rapport des 1000 premiers jours, eh bien, en 2021, propose de réinventer le visiteur de santé et demande son inscription au programme de formation des intervenants. Donc vous voyez que l'envie de contrôler les parents, notamment les plus vulnérables d'entre eux, s'enrichit de cette première logique de contrôle. À cette première logique de contrôle, on va en trouver 4 autres. 4 autres logiques pour pousser la porte. La logique soignante, aller au chevet des corps malades. La logique gestionnaire de réduction des coûts, car l'ambulatoire coûte moins cher qu'une intervention externalisée. Et simplement pour information, je vous signale qu'en protection de l'enfance, le placement judiciaire à domicile, qui enfle aujourd'hui, eh bien, coûte en moyenne 50 à 75 euros par jour, contre 174 à 220 euros pour un placement en MEX. Ceci explique peut-être cela. Enfin, on peut justifier l'intervention à domicile avec une logique environnementale dans une approche écosystémique. Pour toutes ces intrusions, ajoutons une logique éducative transformative, car il est bien évident que l'intervenant, quel qu'il soit, se veut quand même agent de transformation de la personne dont il a la charge, en contribuant soit à la redéfinition des normes de vie familiale, soit à la redéfinition de la conjugalité, de l'éducation, mais aussi pour les puéricultrices de l'hygiène, de l'aménagement du logis. Le changement attendu ne vise pas seulement des comportements au niveau manifeste, mais il est aussi intériorisation d'un ensemble de règles auxquelles il faudra se soumettre pour faire cesser la mesure, voire la menace de placement. La porte, vous allez le voir, est toutefois étroite, non seulement parce que le domicile et ses habitants se protègent, mais aussi parce que les intervenants peinent à trouver du temps pour fréquenter réellement les lieux et s'en imprégner. En 2007, vous avez une recherche de Patrick Rousseau menée à partir de 31 livres de suivi qui a identifié les actes d'intervention à domicile et qui a montré que sur 1430 actes comptabilisés, 61% étaient réalisés en direction des membres de la famille. Donc 6 actes sur 10 sont en direction de la famille. Mais si on analyse ces 6 actes sur 10, on s'aperçoit que la visite à domicile représente simplement 29,7% des actes. Suivi des appels téléphoniques, 25,8%, de la réception des appels téléphoniques, 11%, des rendez-vous au service, etc., etc. Un temps très court, donc, consacré à la visite à domicile.
Les rencontres manquées représentaient 9,3%. Et là, on voit bien que ces 9% confrontent l'intervenant à la porte fermée et au refus de donner à voir. Plus récente, on a une étude de la CNAB de 2016, donc assez récente, qui montre que le temps consacré directement aux familles a diminué en une quinzaine d'années, passant de 61% à 33% au bénéfice d'une augmentation du temps partenarial et du temps réservé aux écrits et aux réunions. Donc vous voyez que les intervenants ont peu de temps pour franchir cette porte. Même si les choses se jouent peut-être pas à l'identique dans tout département, le constat est néanmoins celui-là. La visite à domicile offre un temps compté, restreint dans l'action du professionnel. Et donc, il n'est pas étonnant de voir que le domicile, avec ses caractéristiques, son organisation, son ancrage dans les quartiers, fait peu l'objet d'une description dans les rapports. La problématique parentale, les comportements, les relations sont rarement analysés à l'aune du cadre de vie, comme s'il s'agissait seulement d'une simple variable d'ajustement, comme si l'exercice, par exemple, de la parentalité ne dépendait en rien des conditions d'habitat. Pour autant, du côté des usagers, l'intrusion n'est pas banale. Et interrogée sur cette expérience par une de mes collègues en 2021, eh bien, les parents ont évoqué d'emblée des sentiments de domination, des sentiments de colonisation. Domination, par exemple, par l'imposition d'une posture d'écoute. Et voici ce que dit Madame A, qui témoigne. Quand on avait un entretien à la maison, il fallait qu'on écoute ce qu'il avait à dire. Et il me disait « Oh, vous êtes toujours dérangé. » Mais ce n'est pas ma faute si je suis dérangée. Il faut me donner un rendez-vous ailleurs, c'est vrai. En fait, moi, j'étais toujours en train de faire à manger, ou bien au téléphone, ou bien, quand c'était pendant le carême, je faisais à manger, parce que je préparais le repas du soir. Mais j'écoutais ce qu'on me dit. Mais j'écoutais à ma façon. Le professionnel mandaté transforme parfois l'ambiance sonore du domicile, la bande-son de la famille, par divers procédés qui sont dénoncés par ceux qui accueillent. Demande de fermeture de la télévision, demande d'écoute centrée à table pendant le temps de l'entretien, contrôle des perturbations inopinées comme celle des voisines, demande d'exclusion des chiens. L'imposition parfois même de la langue rappelle à certains parents qu'ils ne sont pas complètement chez eux, mais accueillis, et donc attendus du côté d'une assimilation culturelle. Voici ce que dit cette dame. Lui, il disait, normalement, quand on a un entretien, il faut rester, il faut écouter ce qu'on a à vous dire. Il ne faut pas qu'il y ait du monde. Et moi, je parlais en arabe parce que la femme qui était à la maison, c'est pas ma faute, il fallait que je lui parle à l'arabe, elle ne parlait pas français. Et lui, il m'a dit, on est en France, mais je sais qu'on est en France. Le chez-soi est annexé, transformé par la présence de l'intervenant. Un autre témoignage dit ceci, un éducateur qui arrive avec ses sacoches, ses stylos, ce n'est pas un bureau ici, c'est une famille. Or, il est vrai que le travailleur social transforme l'espace privé en espace professionnel. Il le déprivatise et le reprivatise à son profit. Il le codifie autrement, générant chez certains parents un sentiment d'effraction, voire parfois même de dépersonnalisation. Pour Madame M, l'intervention des travailleurs sociaux a porté atteinte à son corps. Elle dit « on a l'impression qu'on est mise à nu, que je vais être auscultée ». Cette autre dit « j'ai eu l'impression qu'elle regardait tout, voilà, qu'on était en train d'explorer l'intérieur de moi ». Je crois que mieux que d'autres, ce dernier témoignage montre combien le domicile est en effet une seconde peau qui doit protéger l'individu. Ce témoignage interroge dès lors le degré d'intrusion au sein du domicile et les stratégies de protection de ses habitants. Le professionnel sera-t-il invité à franchir le seuil, avec ou sans rituel d'accueil ? Beaucoup de professionnels m'ont parlé de leur angoisse. Faut-il se déchausser, pas se déchausser ? Sera-t-il reçu pleinement ou limité à n'intégrer que le salon séjour, lieu de façade, lieu de respectabilité, le lieu de la mise en scène de soi ? Le salon, lieu où l'on se montre pour mieux se cacher, nous dit Heger. L'intervenant ira-t-il plus avant dans les lieux pour poursuivre vers la cuisine, le lieu de l'oralité, le lieu du faire, l'expression d'un mode de vie, l'espace de la sociabilité privée du groupe domestique ?
Sera-t-il sensible aux objets qui y traînent? Les reliefs de repas, les listes de courses, les papiers, les cartes postales. Ce que Serfati Garzon nomme joliment d'ailleurs l'écume des jours de la vie de famille. Est-ce qu'il va s'autoriser à aller dans les chambres, celles des parents, lieu du sommeil et de la sexualité, celles des enfants, lieu des goûts d'hier et d'aujourd'hui, une maison dans la maison qui souvent révèle un feuilletage des âges? Enfin, aura-t-il accès à la salle de bain, le lieu du propre et du sale, le lieu du corps dénudé, le lieu du bilan intime des misères silencieuses où chacun se retrouve en principe face à soi? Si l'on garde, il me semble, en mémoire l'importance de ce lieu, tout nous invite à une éthique du regard. Il n'est pas question de s'y introduire, comme c'est souvent le cas, seulement pour voir, ou au cas où, en transformant ainsi la visite à domicile en un droit de regard qui s'avance masqué. Très souvent, la VAD fonctionne comme un filet de sécurité, un maillage censé éviter la bascule de la situation. Et on retrouve un peu ce qui se passe en curatelle, voir plutôt que faire. Les carnets de suivi analysés par Rousseau fourmillent d'exemples de ce type. L'assistante sociale ne pouvant plus intervenir dans la famille depuis le signalement, car opposition de la famille, eh bien elle compte sur l'AEMO pour veiller sur le bien-être de Cécile. Le terme veiller est certes plus empathique que surveiller, mais il s'agit bien d'un maillage, d'un filet de sécurité supposé maintenir un équilibre fragile. Trop souvent également, les objectifs sont flous concernant la visite, ce qui installe parfois la visite dans une espèce de rituel qui perd tout son sens. Comme le note par exemple cette mère, elle me dit ceci: « J'ouvre ma porte, je suis patiente, mais bon, toujours les mêmes questions, toujours les mêmes réponses, comment ça va à l'école, comment ça se passe à la maison ?» Le risque de transformer la VAD en litanie, impuissante à modifier la problématique à l'origine de la mesure, nous semble majoré dans les approches dites de conscientisation, faire devenir conscient la personne de son problème, opposées aux approches dites d'expérimentation, faire devenir acteur. En protection de l'enfance, dans la majorité des interventions, les intervenants réfèrent plutôt les problèmes rencontrés par les familles à leur histoire, à l'inconscient des sujets. Leur modèle d'analyse est encore fortement inspiré des approches psychanalytiques ou systémiques. Et la VAD est dès lors utilisée comme un espace de parole pour travailler les résistances, pour faire un travail sur soi, disent les professionnels, pour mettre le parent au travail et provoquer ainsi un changement. Faire devenir conscient le parent, c'est l'objectif premier, avec l'espoir que cette prise de conscience entraînera une modification des représentations et des comportements. Cette a priori explique le peu de temps consacré à des visites à domicile qui seraient plus pragmatiques, plus sur l'action. Mais j'ai envie de dire, des visites à domicile de type conscientisation nécessitent-elles d'entrer au domicile? N'assiste-t-on pas à l'utilisation du domicile comme un espace bureau, voire un espace divan au sens thérapeutique, si ce n'est qu'en plus le voir reste possible à l'occasion entre deux portes ouvertes? Il me semble qu'on devrait s'intéresser, si vous voulez, sur la nécessité de s'introduire à domicile et se demander quelle plus-value y a-t-il à cette introduction. Pousse-t-on la porte pour voir, pour parler, pour faire avec, comme le font les TISF? Cherche-t-on à agir sur la parentalité, sur l'éducation, pour prévenir ou identifier un danger, lors d'un suivi ou d'une information préoccupante, pour une intervention unique ou inscrite dans le temps? Ce ne sont certainement pas les mêmes VAD. En protection de l'enfance, le placement à judiciaire concentre, vous le savez, le maximum de risques pour les usagers et pour les professionnels, d'où l'émergence d'un guide de bonnes pratiques pour baliser l'aventure. L'écriture de ce guide, en fait, joue, vous le verrez si vous le lisez, constamment sur les paradoxes. Il est dit, par exemple, à l'intervenant qu'en aucun cas il ne s'agit de faire à la place des parents ou de se substituer à eux, mais d'être à leur côté, en tenant compte de leur rôle, en respectant leur choix de vie, mais à la condition que ces choix soient compatibles avec les besoins et les droits de l'enfant. On a donc respect de la vie privée d'un côté, mais intervention contrôlante, respect des choix de vie, mais obligation pour le professionnel, dit le guide, de, je cite, « donner, redonner des repères élémentaires vis-à-vis de l'enfant dans tous les domaines,
santé, hygiène, alimentation, sécurité, éducation, scolarisation, loisirs, tout en respectant les choix éducatifs des parents quand ils ne sont pas contraires. L'intervention, vous le voyez, à domicile peut devenir tentaculaire, même si elle vise à protéger le nous familial en évitant le placement de l'enfant. Est-on toujours maître chez soi lorsque l'intervenant peut y pénétrer à raison de 2 ou 3 rencontres par semaine minimum, notamment les mercredis, samedis et durant les vacances scolaires? Alors que les habitants se croyaient maîtres des lieux, ils sont confrontés à cette injonction paradoxale qui est « mais faites comme chez vous, mais sous notre regard », qui, même bienveillant, n'en est pas moins dérangeant. On sait aujourd'hui que l'efficacité des visites à domicile dépend de la précocité de l'intervention, de sa durée et de l'implication des professionnels. Alors, quelle sera la place du professionnel sur cette scène de l'intimité dévoilée? Jusqu'où ira son immersion? Prendra-t-il place autour de la table pour partager un café, un repas, même dans une assiette innommable? Sera-t-il absorbé par la problématique familiale, par la préservation de ce nous familial, ou sera-t-il sensible aux effets du maintien à domicile sur le développement des enfants? Car le domicile peut aussi devenir le lieu même de l'instrumentalisation des enfants pour faire vivre coûte que coûte l'idée d'une éducation à la parentalité. Ces questions, évidemment, resteront sans réponse, car nous n'avons pas de recherche aujourd'hui scientifiquement étayée sur les effets du mode de placement judiciaire à domicile. Autre exemple, et ce sera le dernier, l'exemple des informations préoccupantes. La loi prévoit, lorsqu'il y a information préoccupante, que, sauf circonstances exceptionnelles, l'enquête sociale comporte, comme vous pouvez le voir, 2 entretiens avec chaque parent, dont un se déroule à domicile, pour évoquer les thèmes suivants: présentation du logement et conditions d'accueil des enfants. Or, les travaux de Nadège Chevrac montrent que des processus d'évitement peuvent exister de la part même des professionnels, comme d'ailleurs de la part des parents, car dans 14 dossiers sur 75 étudiés, eh bien, cette modalité de visite obligatoire n'a pas été mise en place, même si la loi le demande. Pour d'autres, la visite à domicile a débouché sur ce que je pourrais appeler une visite vitrine, une visite descriptive, comme dans l'exemple suivant. Ce que nous avons vu paraissait entretenu, l'espace suffisant pour une famille de 4 personnes. La cuisine paraissait aménagée à minima. Nous ne savons pas combien de chambres il y a ni comment c'est aménagé, l'espace de nuit des enfants. Nous n'avons pas pu observer l'état de propreté et nous n'avons pas abordé non plus l'organisation quotidienne de la famille. La surprise est grande de voir combien l'enfant reste invisible dans les descriptions, combien sont rares les observations sur son espace, sa place dans la constellation familiale, combien ses goûts sont peu éclairés par la visite à domicile, voire même ses rythmes de vie. Alors en conclusion, je dirais que la porte s'ouvre, certes, mais c'est une porte étroite, si l'on en juge par le peu de temps consacré à cette visite médiatisée, que ce soit à cette visite à domicile, que ce soit en AED, AEMO, en PMI aussi, ou lors des enquêtes d'évaluation. Et pourtant, ce lieu est le premier territoire de l'enfant, celui dans lequel il fait ses premiers pas, ses premières expériences de socialisation, ses premières découvertes. C'est à la fois un lieu de repos et de rêve, c'est aussi sa première base d'exploration et d'envol, c'est aussi parfois le lieu de ses premières défaites, angoisses ou agressions. Pénétrer au domicile des parents n'est légitime, à mon avis, qu'à ce titre, comprendre ce qui peut s'y jouer pour l'enfant. Alors je dirais qu'entre colonisation abusive, ce qui arrive parfois, et visite filet de sécurité, il serait peut-être temps de redonner du sens aux visites à domicile. Les risques de cette intervention située dans l'intimité sont importants, tant pour les usagers que pour les professionnels. D'ailleurs, on y reviendra peut-être, mais pour les professionnels aussi, c'est compliqué, puisqu'ils sont exposés à la possible insécurité des lieux, on en a parlé, à la solitude de l'intervention, hors des murs protecteurs d'un service ou d'une institution. Ils sont confrontés aussi à la difficulté de l'évaluation, à la subjectivité qui existe dans toute évaluation. On a parlé du propre et du sale. Chacun d'entre nous, là-dessus, pourrait certainement avoir des évaluations bien différentes. Donc la visite à domicile ne doit pas être banalisée, mais pensée, analysée et évaluée aussi, pour que ce qui demeurera toujours une intrusion, même si c'est sous forme de mandat, produise une réelle plus-value de sens et d'action.
Voilà, j'arrêterai là, puis on... Merci beaucoup pour cette riche intervention également, qui permet effectivement de rappeler quelques fonctions essentielles du logement, qui interroge du coup en prolongeant la première intervention sur quelle est la plus-value de ces visites à domicile, qu'est-ce que les professionnels viennent y faire, pourquoi on s'y rend, qu'est-ce qui est différent d'ailleurs des interventions dans un bureau. Merci aussi d'appeler quelque part à développer la recherche sur les interventions à domicile. C'est un sujet sur lequel l'ONPE travaille beaucoup et repère cet angle mort finalement et le besoin d'étayer les savoirs, les recherches, les effets de ces interventions à domicile. Donc je pense que c'est aussi quelque chose que l'on peut retenir. Et puis terminer peut-être aussi sur finalement le paradoxe que vous soulignez, c'est-à-dire que si j'entends votre propos, les visites à domicile doivent être là pour comprendre ce qui se joue pour l'enfant et en même temps vous montrer que finalement l'enfant ne le voit pas ou peu pendant ces visites. Donc ça me semble aussi un élément intéressant de votre intervention. Ça, et puis aussi j'insiste beaucoup sur le fait que vous disiez, et je crois que c'est aussi un point d'accroche avec la curatelle, on y passe plus qu'on y fait. Et je crois que c'est pareil en protection de l'enfance, en fait. C'est un point commun également. Et je crois que ce qui est peut-être dommage, c'est qu'au moins ça pourrait servir à s'immerger un peu et à comprendre comment ça fonctionne. Quelles sont les difficultés de travailler, d'être parent dans des quartiers où on ne peut pas mettre les enfants à jouer dehors, où c'est exigu, etc. J'ai envie de dire que la visite à domicile devrait nous permettre de comprendre en quoi ça complexifie la parentalité. Or, ça me semble être considéré comme une simple variable d'ajustement, à peine pensée et pas, en tous les cas, pas présente dans les rapports.